Sujet intéressant et je pense que il nous permet d'emblée d'aller à l'essentiel. L'essentiel. Et ce sujet est d'actualité, la liberté. Et le choix du sujet, c'est après du 148, donc après ce fameux décret du 27 avril du 148, la question est de savoir en fait est-ce que liberté ou non, on est libre, on a été libéré, en tous les cas depuis nos ancêtres jusqu'à nous, c'est ça la question. Mais pour répondre à cette question, il faut évidemment énoncer clairement en fait ce qui est en débat. Il s'agit précisément de l'institutionnalisation du déni d'humanité comme principe organisationnel de la société. Il s'agit de la société esclavagiste, la société coloniale. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui est en débat. Ce principe est celui qui organise une société. Et c'est celle dont on parle. Et la question, c'est que est-ce que cette société a été abolie ou pas? Parce que c'est ça, concrètement. Donc, maintenant, nous savons que nos ancêtres, dans cette société, n'avaient pas la liberté. D'accord? Et donc, il convient de savoir, dès lors, concrètement, pragmatiquement, ce que signifie être libre ou ne pas l'être dans la société dont on parle. Ou plus généralement d'ailleurs, mais restons en fait dans ces faits-là. Qu'est-ce que la liberté? Et donc, la définition est claire. Elle est donnée par le droit. Elle est donnée par le législateur en fait colonial, le législateur esclavagiste. Et parce qu'elle est donnée, elle est aussi refusée à ceux qui ne l'ont pas, la liberté. Et ceux qui ne l'ont pas sont nos ancêtres noirs africains déportés, arrachés depuis l'Afrique pour être intégrés, mais finalement, intégration qui n'a jamais réussi, insérés, insertion qui n'a jamais été dépassée dans la dite société esclavagiste, la dite société coloniale. Et donc, comment est traduit d'abord ce déni d'humanité? Puisque c'est le principe, en fait. Dans cette société, il n'y a pas d'être humain. Il y a des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. Donc, on écarte, en fait, l'identité humaine. Il n'y a pas d'identité humaine. L'identité naturelle, en fait, des êtres humains est écartée, n'est pas prise en compte par le législateur, et vont être déclinées des identités fictives, construites par le législateur, en conformité avec ce qu'il considère être la défense de ses intérêts, et être aussi ce qui structure sa société, maître, esclave, affranchi, meuble, etc. Et à ce stade, nous devons, justement, puisque la question c'est la liberté, dire en quoi consiste en fait ce déni, comment, de manière pratique, pragmatique, se traduit ce déni. Évidemment, ça se traduit par l'absence, le refus, la négation de la liberté de ces hommes et de ces femmes noirs, arrachés d'Afrique et de leurs descendants qui sont nés dans ces sociétés-là, sur ces territoires, notamment dans les Amériques et en Martinique en particulier. Eh bien voilà, la liberté se traduit par deux dimensions essentielles. La première, c'est le droit, donc les conditions sociales, juridiques, qui consistent en fait à être autorisé à disposer de son bien ou de ses biens. On y a un terrain, on peut disposer d'y. D'accord? Tu as un cheval, tu as, quel que soit le bien, tu peux en disposer, c'est à toi. Tu en es propriétaire. Eh bien, cette dimension-là
elle a été refusée à nos ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas propriétaires de leurs biens. Il était dit juridiquement en fait que le bien, ce que possède, ce que détient le noir ou la noire, ne lui appartenait pas. Ça, c'est le bien. Ça, c'est la première dimension. Et puis la deuxième dimension, c'est le corps, mon mental et mon corps. Eh bien, c'est la deuxième dimension de la liberté. Eh bien, nos ancêtres ne pouvaient pas non plus disposer de leur corps. Ce corps était l'objet dont disposaient les 10 êtres supérieurs. Et cela est officiel, cela est institué, c'est le droit qui organise ça. Donc deux dimensions, le bien, que tu n'en es pas à toi en réalité, et donc légalement on peut venir et te l'enlever, et puis ton corps, on peut te l'enlever aussi, tu n'en disposes pas. Et donc dans une société pareille, ce n'est qu'illusion que de croire en fait que si c'est ce que dit le droit, si c'est organisé ainsi, ce n'est qu'illusion que de croire en fait que le noir, nos ancêtres, à ce moment-là, puissent être véritablement propriétaires d'un bien. On peut lui arracher ce bien entre ses mains parce que le droit le permet. C'est la politique qui traverse en fait le déni d'humanité qui organise cette société-là. Et puis son corps aussi. Le droit leur permet de prendre ce corps, de le torturer, de le frapper, de l'incarcérer, de le mettre en prison et de le tuer. Il faut en prendre conscience. C'est quoi la liberté? C'est ces deux dimensions essentielles lorsqu'on parle en fait de cette société-là. Ces deux dimensions essentielles. Alors, là en l'occurrence, je vais maintenant prendre le code noir pour vous illustrer en fait cette réalité. Je vais prendre en fait l'article 16 du code noir. Non, avant de prendre l'article 16, je vais prendre l'article 28. L'article 28, et qui dit « Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître, et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tout autre, libres ou esclaves, puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort, lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. » Fin de citation. Cet article 28 fait référence à ce que je dis, à cette première dimension de la liberté qui est le bien matériel, la propriété. Ça ne veut pas dire en fait que ces hommes et ces femmes qu'ils ont désignés arbitrairement comme étant des esclaves, des êtres humains, qu'ils ont imposé une statue fictive en fait. Ce sont des êtres humains, mais ils leur imposent en fait ces statuts fictives qu'ils ont construites arbitrairement. Ça ne signifie pas qu'en fait que ces hommes ne pouvaient pas avoir des biens entre leurs mains et pouvoir l'utiliser. Mais ça signifie surtout qu'à n'importe quel moment, le dit être supérieur pouvait venir, d'une manière ou d'une autre, lui arracher ce bien, lui dire en fait que c'est moi l'être supérieur et le droit m'autorise à ça. Et je peux concrètement le faire devant vous. Je peux le faire parce que j'ai le droit.
Et toute l'institution, toute la société, vous allez voir, en fait, va se mettre en œuvre et vous n'allez pas pouvoir l'empêcher parce que la société, elle est bâtie sur ça. Et donc, vous pouvez, en fait, crier. Vous pouvez hausser la voix. Mais toute la société, avec toute sa violence, va se mettre, en fait, la société dite esclavagiste, coloniale, la société du déni d'humanité, la société, en fait, qui prive les êtres humains, de leur liberté, ces deux dimensions dont j'ai parlé, qu'il a institutionnalisées. Eh bien, oui, concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Alors la question, est-ce qu'après du 148, on est libre? Eh bien, ça me permet de rappeler qu'après du 148, à partir du 148, deux choses importantes. La première, c'est que ceux qui avaient le statut à qui on imposait, nos ancêtres à qui on imposait le statut d'esclaves et de meubles, eh bien, on rejoint ceux qui avaient le statut d'affranchis. Donc, en Martinique notamment, eh bien, le statut d'esclave a disparu pour laisser la place à la généralisation du statut d'affranchi. Mais ne nous trompons pas. Tant le statut d'esclave, de meuble que d'affranchi se caractérise, et je l'ai déjà dit, par cette incapacité de faire du droit, cette interdiction de faire du droit. C'est-à-dire qu'en fait, le droit dont je parle tout à l'heure, qu'il fixe c'est quoi, qui est libre, qui n'est pas libre, les Noirs, en fait, ne peuvent en fait l'élaborer. Il leur est interdit de l'élaborer. Et donc là, je vais vous rappeler en fait c'est quoi le statut d'affranchi, puisque du 148, nous sommes affranchis. Juste un article, l'article 58. Et qu'est-ce que nous dit cet article? Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants. Autrement dit, vous voyez bien, c'est-à-dire en définitif, en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. Cet article renvoie à quoi? Commandons aux affranchis. Mais pourquoi les affranchis devraient en fait continuer à se soumettre? Parce que le statut d'affranchi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en définitive, on le voit bien. C'est pas l'affranchi n'aurait pas celui à qui on impose le statut d'affranchi n'aurait pas élaboré un droit qui lui interdit d'être libre. Parce qu'il s'agit en fait de son corps. On lui impose en fait son corps n'est pas son corps. Son corps est le bien de l'autre. Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte qu'on injure donc leur corps, leur mental, ce qu'ils sont. Ils n'en sont pas les véritables en fait dépositaires, les véritables en fait, ils ne sont pas maîtres de leur corps. Et donc c'est l'expression justement de l'absence de liberté. Et donc après du 148, comprenez qu'en tant qu'affranchi, justement, l'incapacité de faire du droit, l'interdiction de faire du droit demeure, et par conséquent, les Noirs demeurent des juristes applicateurs, pas des jurislateurs, pas ceux qui font la loi, mais des juristes applicateurs. Et donc, ça prend l'allure, en fait, on obéit. Nous sommes des exécutants. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, pour illustrer ça, parce que nous avons, de manière tout à fait contemporaine, d'actualité, un exemple en fait, flagrant qui nous permet en fait, d'illustrer ça. Nous avons l'affaire qui concerne M. Hervé Pinto, qui est actuellement incarcéré. Nous allons pouvoir en fait, vérifier ces deux dimensions de la liberté. Parce qu'il faut confronter en fait, notre réalité, parce qu'après du 148, c'est aujourd'hui aussi après du 148, après ce fameux décret. Donc, illustrons ça. M. Hervé Pinto est propriétaire d'un terrain, le droit vient le dire, mais le droit vient dire tout le contraire aussi. Mais par qui? Qui est maître du droit? Pour pouvoir dire, en fait, venir dire en fait que le droit dit, mais le droit dit le contraire. Et comme c'est moi qui pose, parce que je suis le législateur, je suis le maître du droit, et qui fait les règles, je dis que le droit dit le contraire. Qui fait la loi dans cette société-là dont on parlait? Ce n'est pas le noir.
Et donc, nous avons déjà là, en fait, des éléments qui nous permettent, en fait, de penser, mais si ça se trouve, nous sommes encore dans la même société, structurée sur le déni d'humanité, où nous sommes, en fait, dépossédés, en fait, de cette capacité de faire du droit, et qui relève, c'est une caractéristique, il faut en être très conscient, nous avons dans la société, deux êtres principaux, en fait, qui ne font pas du droit, les choses et les animaux. Les êtres humains sont censés faire du droit. Dans une société, c'est ce qui lui permet l'intégration dans la société. L'être humain qui n'a pas le droit de faire du droit n'est pas intégré. Inséré, oui, mais pas intégré. Parce qu'il faut une harmonie, il faut que l'ensemble, en fait, soit composé du même pour qu'il y ait intégration. Mais lorsqu'il y a insertion, eh bien, il faut aller chercher, en fait, et voir comment la chose, en fait, est composée, parce que des êtres humains insérés dans une société renvoient nécessairement à l'analyse, en fait, à la chosification de cet être, ou à l'animalisation de cet être, en tout état de cause, à des êtres humains à qui on impose, en fait, l'incapacité de jouir du droit, de faire du droit. D'accord ? Donc, à ce moment-là, qu'exécutant. Revenons, en fait, à l'exemple concret. L'exemple est M. Hervé Peto. Il a un terrain, et je disais, en fait, que alors que le droit dit, il y a des jugements, des décisions judiciaires, en fait, qui disent, en fait, qu'il en est propriétaire. Voilà que d'autres, en fait, ne font cure, en fait, de cette réalité, occupent le terrain, achètent, vendent, bref, et sont couverts, en fait, par quoi? Par qui? Par la société, une société particulière, qui est celle, en fait, qui les couvre. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et nous allons mettre ça en parallèle avec la société et savoir en fait si nous avons la liberté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous voyons en fait que cet homme, voilà des gens qui viennent, des magistrats, forts en fait de leurs hommes et femmes armés qu'ils désignent en fait comme étant les forces de l'ordre. Eh bien, dans une sorte de réseau particulier, dépossède cet homme de son bien. Ils disent en fait que ce bien, il lui interdit en fait de jouir de ce bien en qualité de propriétaire. Ce bien n'est pas son bien. Aux yeux de tous, nous sommes tous témoins et ils le font. Je reviendrai à ce nous qui sommes témoins, nous, ceux à qui on prive en fait la liberté, ceux qui sont descendants de ceux qui sont privés de liberté. Et puis, cet homme décide alors de faire valoir, avec sa capacité physique et intellectuelle, mentale, faire valoir en fait sa qualité d'être humain, en disant que non, j'ai des droits et vous devez respecter ma propriété. Et qu'est-ce qui se passe? On assiste en fait à la deuxième dimension de la liberté. On assiste en fait à sa mise en œuvre, sa privation, où en effet, M. Pinto, son corps en fait, il s'accapare de son corps, le met X fois en garde à vue, l'intimide, le violente, et l'incarcère, et le maintient en incarcération jusqu'à présent. Alors, pourquoi? Parce que c'est ça l'enjeu. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes, en fait, que nous sommes face à cette violence où la liberté nous est privée, qu'est-ce qui leur est insupportable? C'est que M. Hervé Peto rappelle qu'il est un être humain et que par conséquent, ses droits d'être humain doivent être respectés. Qu'est-ce qui leur est insupportable? C'est que, en effet, M. Hervé Peto refuse l'argent qu'il lui propose pour fermer ses yeux
sur le traitement inhumain qu'il lui impose. C'est l'achat, on, on- on te donne de l'argent pour que tu acceptes d'être traité inhumainement. Et c'est ce que M. Avepeto refuse. Il refuse d'être traité inhumainement, il refuse, par conséquent, l'argent, ce deal. Et donc c'est ça qui leur est insupportable. Et donc la question, est-ce que nous sommes libres? Les deux dimensions sont illustrées à travers le cas Pinto, mais pas seulement ça. Vous savez en fait que X cas se sont manifestés parce que Hervé Pinto a eu le courage en fait d'aller au bout et de dire moi sans monde, et j'exige en fait que les deux dimensions de ma liberté, ma propriété et mon corps soient libres. Je reviendrai tout à l'heure sur nous. Nous, Oui. tout à l'heure. C'est ça pour tout à l'heure. Et en fait, pour nous qui sont à côté de nous, ben là, la porte a commencé à ouvrir. Si vous avez envie de poser des questions, parce que ça toujours belle d'y parler de l'histoire, mais quand il a dit faire un parallèle entre le présent et l'histoire, ça nous permet de mieux comprendre. C'est clair. Et Dominique, il y a un élément extrêmement important par rapport à ce que tu disais, la liberté de posséder et la liberté d'avoir son corps. Mais, et tu l'expliques parce que bon, c'est ton job, tu étudies le droit, tu rentres dedans, tu nettoies, tu regardes tout. Si nous devons essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, juste une question. Comment, toi qui es un juriste, un avocat, comment celui qui devrait défendre le droit, ce que tu disais, pour